Bonjour, merci d'être là. Bonjour, du coup moi je m'appelle Laurence Normin, je suis médecin urgentiste sur le CHT, je fais partie du comité d'éthique. Et moi je suis médecin de l'équipe mobile et du service de soins palliatifs. À ce titre-là, on nous demande souvent de venir reprendre les directives anticipées des patients. Et finalement, l'idée, c'est que la directive anticipée, c'est vous, les médecins de proximité, qui êtes les mieux adaptés, les plus proches de vos malades, et ça serait véritablement à vous qu'on espérait passer la rédaction de ces directives et l'aide aux rédactions des directives anticipées. Tout d'abord, on va commencer par un sondage dans la salle. Qui a déjà abordé les directives anticipées avec un patient? Juste lever la main, ceux qui ont déjà parlé de ça. Oh, pas mal. Pas mal. Et donc, qui les a rédigés pour lui-même? Pour lui-même? Oui. D'accord, ouais, c'est pas mal. Ok. On est mieux que les statistiques habituelles. Oui. Parce qu'on va y parler. Il y a une enquête téléphonique qui a été faite par un institut de sondage l'année dernière. C'était sur une semaine. La population cible, c'était les Français qui étaient âgés de plus de 50 ans. Ils ont inclus 901 Français. Sur ces 901 patients, il y en avait 59% qui connaissaient l'existence de lois sur la fin de vie. Principalement, leur source d'information, c'était les médias. Il y en avait 35% qui connaissaient les directives anticipées, mais sur ces 35%, il y en avait seulement la moitié qui savaient vraiment de quoi il s'agissait. Il y en avait 13% qui avaient rédigé leurs directives anticipées, 34% qui avaient envie de le faire et 50% qui ne voulaient pas du tout le faire. Vous voyez bien que 13% de 35%, ça fait pas beaucoup hein, sur le total des personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que les lois de fin de vie, elles ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Rapprochez-vous du micro. Jusqu'aux années 1999, hein, première loi Kouchner, on était dans un devoir médical. Hein, comme le serment d'Hippocrate nous dit, on a le devoir de soulager les patients. Et ensuite, eh bien, on est passé avec la loi de 2002 au droit aux patients. D'abord, le droit à l'information, 2002. Puis, en 2005, la notion d'obstination déraisonnable, la notion que le patient puisse émettre une volonté, qu'il puisse refuser un traitement. Donc, un pas et un nouveau pas avec la loi de 2016, la loi Claeys-Leonetti, qui est le patient qui peut lui-même demander d'avoir accès à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. La loi de 2005, alors c'est là qu'on met, elle insiste sur l'obstination déraisonnable. Pour nous, les médecins, c'est extrêmement important. Lors d'une réunion pluridisciplinaire, on cadre ce qu'est l'obstination déraisonnable pour un patient et on va aboutir aux limitations et aux arrêts de traitement avec l'idée qu'on a vue là, qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on travaille en équipe, mais qu'il faut souvent l'avis d'un deuxième médecin qui n'ait pas de lien avec l'équipe pour permettre de faire ces LATA. D'un autre côté, l'obstination déraisonnable, il n'y a pas que les médecins qui en ont. Il y a le malade qui, lui, peut considérer que ce qu'on lui propose, c'est de l'obstination déraisonnable et qu'il n'en a pas envie et qui peut refuser à ce titre un traitement. De même, dans les choix des patients, eh bien, on insiste sur la désignation de la personne de confiance et, d'autre part, les directives anticipées dont on va parler. La loi Claeys-Leonetti ne fait que renforcer ce qui existe déjà, avec maintenant des directives anticipées qui, en dehors de quelques conditions, sont non opposables. Hein, et puis, cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors, les directives anticipées, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil de promotion de la liberté et de l'autonomie individuelle. C'est un outil aussi pour faire connaître et respecter ses propres valeurs. Ça nous permet à réfléchir sur notre parcours de vie, ce qu'on est prêt à subir ou à ne pas subir aussi. Ça décharge les proches de la responsabilité de décisions qui peuvent être difficiles, des proches qui ne sont pas toujours d'accord, et du coup, ça peut éviter les dissensions familiales. Voilà. Après, c'est quand même assez compliqué à rédiger. Il faut réussir à se projeter
sur ce que l'on voudrait imaginer la personne qu'on sera demain, quoi. Et le mettre concrètement par écrit, c'est là où toute est la difficulté. Comment on le fait? On peut le faire de manière personnelle, donc en s'aidant de documentation, on va revoir juste après, lors d'une consultation avec son médecin traitant ou son médecin spécialiste, ou lors de soins infirmiers. On peut aborder ça aussi. Alors, les directives anticipées, j'insiste là-dessus, c'est un adulte majeur. Je sais que dans certains endroits, on fait rédiger aux parents des directives anticipées concernant leur enfant. Ce n'est pas valable, ce n'est pas légal. La directive anticipée, c'est un adulte majeur. Si le malade, donc, qui précise son identité, son adresse, etc., et s'il ne peut pas écrire, ça peut se faire en présence de 2 témoins qui sont là et qui écrivent pour le patient et qui signent. Il peut désigner au même moment aussi sa personne de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, depuis la loi Claeys-Leonetti, il n'y a pas de durée de valabilité des directives anticipées. Elles durent indéfiniment, mais elles sont révocables, changeables à tout moment par le patient. Ce qu'il y a, il ne faut pas qu'il en essaye un petit peu partout parce que ça risque d'être compliqué. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils nous disent où elles sont. Nous, au CHT, on a un volet très spécifique qui s'appelle Volonté du patient, qui est très accessible, mais qui n'est pas très rempli, pas très détaillé. Un mot sur la personne de confiance. Donc, la personne de confiance, c'est quelqu'un qui va accompagner le patient lors de son parcours médical, qui peut assister aux consultations médicales, mais par contre qui n'aura pas accès au dossier. C'est la personne en qui, donc forcément, le patient a toute confiance. Elle se veut le porte-parole de ce patient. En fait, il va refléter ses choix, ses valeurs, ses croyances, sa volonté quand le patient ne pourra plus s'exprimer. Elle est désignée donc par un formulaire, comme on a vu précédemment. Voilà, il faut que ce formulaire soit co-signé par la personne de confiance et le patient, ou alors sur un papier en tête, papier libre, quoi. Ça, ce sont ce qu'on peut trouver sur Internet, les directives anticipées pour une personne malade. Je n'y reviens pas parce que vous pouvez le trouver. Voilà, c'est ce que peut rédiger une personne malade avec et ce que peut rédiger un bien portant sur les choix qu'il peut avoir pour sa fin de vie. Vous avez ceci qui est ce que les Américains appellent plutôt un advanced care planning, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite pour s'il m'arrive une maladie grave, s'il m'arrive un accident, quelles sont les limites que je peux avoir? Est-ce que je veux vivre paraplégique? Est-ce que j'accepterais de vivre tétraplégique? Est-ce que je veux finalement qu'on me réanime si je suis en coma végétatif et qu'on me garde en vie malgré tout ça? Donc c'est quelque chose d'important et que la Société de réanimation de langue française a mis en place et qui est intéressant. On peut le faire bien sûr sur une directive anticipée sur un papier complètement libre. Et puis, au CHT, on a beaucoup travaillé. Ce n'est pas tout à fait élaboré, c'est en voie d'acceptation, de validation. Mais c'est une directive anticipée dont on sait qu'elles seront partagées avec la clinique, dont on sait qu'elles vont être partagées avec l'U2NC et avec la TIR, et on espère que l'ensemble des secteurs hospitaliers pourra s'y rallier. Vous voyez, ça part un petit peu de ça, mais il y a des explications peut-être plus claires qui ont été données pour que les gens puissent se positionner de manière plus facile, avec des schémas, des dessins. C'est pas tout à fait sorti, mais c'est pas très très loin. Donc c'est pour ça qu'on vous le propose pas. Il y a une dimension culturelle inhérente à l'île aussi qui est mise dedans. Oui, c'est vraiment des directives adaptées à ici, quoi. Donc on remercie Alice et tout le comité d'éthique qui est en train d'y travailler. Les directives anticipées, donc, elles sont souhaitables, en effet, ça aide beaucoup de monde, mais elles ne sont pas obligatoires. Elles sont, comme on a dit, révocables à tout moment, mais c'est vrai qu'elles paraissent souvent inadaptées à la culture océanienne. Vu que le corps n'appartient pas aux patients, c'est difficile d'écrire du coup des directives sur ce même corps. Mais avant tout, le but de notre atelier, c'est de vous inciter à parler de l'évolution de la maladie, à parler de la fin de vie et à parler avec tout le monde, avec la personne de confiance, les médecins, les infirmiers, l'entourage, les amis, enfin avec tout le monde. En France, il y a une campagne qui dure depuis déjà 5 ou 6 ans qui est d'inciter véritablement le médecin de proximité,
le médecin spécialiste a parlé de la fin de la vie. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, le médecin bénéficie de 2 choses, de la connaissance et du capital confiance du patient. Donc véritablement, c'est lui qui est le mieux placé pour en parler. Alors, je vais vous mettre ça parce que, hop, ça peut partir ou pas? Je ne sais pas si... Attends. Allez, tu le mets. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ah, mais on n'entend pas. On arrête là. Oui. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, on en parle beaucoup, mais qu'on a beaucoup de mal. Quand on prend ici 3 cas très rapidement. Un premier cas clinique rapide, une dame que je suis tombée dessus régulièrement aux urgences. En fait, c'est une dame de 50 ans qui est atteinte d'une dilatation des bronches séquelaire d'une tuberculose, qui vient régulièrement pour des épisodes d'hémoptysie qui sont assez graves et récurrents. Elle a déjà bénéficié de 4 embolisations. La dernière a été un échec, mais le saignement s'est arrêté par un traitement médical classique. Et en fait, on sait que s'il y a une nouvelle embolisation qui doit être tentée, on sait qu'on a un risque d'échec une nouvelle fois et un risque important de paraplégie. Cette personne, elle est récusée pour une lobectomie prophylactique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, à cause de son état respiratoire trop précaire. Et du coup, cette dame, quid? Je sais que dans son dossier, il n'y a aucune directive anticipée, il n'y en a pas dans son carnet médical ni dans son dossier hospitalier, mais par contre, on a une personne de confiance déjà, au moins, on sait vers qui on pourra s'orienter. Une limite, comme on en a souvent. La deuxième, c'est une malade qu'on a partagée avec Alice, une dame obèse, mais qui était de 70 ans, en plutôt bon état général, et puis qui vient pour une endocardite avec une gravité initiale, asepsie très sévère, une sous ventilation invasive. Un pronostic vital qui est en jeu, mais un pronostic qui pourrait peut-être être amélioré si cette patiente était évassanée, pouvait avoir un geste chirurgical, mais lourd, puisqu'il y a un risque de décès de 75%. Tout le monde se pose des questions et ni le médecin, ni la famille, ni personne ne sait exactement ce que cette dame aurait choisi. Et c'est la famille qui va choisir en disant « nous, on ne souhaite pas qu'elle parte parce qu'elle n'aurait probablement pas aimé être toute seule à Sydney ». Mais on voit bien quand même la limite et les responsabilités qui vont poser chez les uns et chez les autres parce que les décisions... ce genre de discussion n'a même pas eu lieu une seule fois en famille. Et le troisième cas clinique, celui-là, c'est celui qu'on aurait quand même pu éviter. C'est un malade qui rentre en réanimation pour une pneumonie grave, sur une SLA. Et là, véritablement, une maladie de Charcot avec laquelle on n'a pas du tout parlé de la fin de la vie, c'est véritablement terrible parce que ça veut dire qu'il y a une faillite médicale généralisée. Je m'inclus dedans. Oui. On n'est pas là pour porter des jugements. C'est une faillite parce que personne n'ose en parler. Parler de la fin de vie, donc on est quand même, le personnel soignant, on est quand même assez bien placé pour en parler. C'est vraiment un premier pas vers le patient. Le malade sait ce qu'il veut ou ne veut pas accepter. Ça permet aussi de mieux comprendre son patient, ses choix. Et parler de la fin de vie, ce n'est pas annoncer une mauvaise nouvelle, c'est vraiment parler de la vie et de sa qualité. La qualité de la vie, c'est vraiment propre en plus à chacun. Donc c'est pour ça que c'est important d'en discuter. Donc, paradoxalement, parler de la fin de vie, ça peut permettre au malade de calmer ses angoisses, parce qu'au moins, il y a un moment, quelqu'un qui l'a écouté. Ce n'est pas obligatoirement faire perdre l'espoir, c'est parler du temps qui reste à vivre et de la qualité de ce temps qui reste à vivre et du choix qu'ils pourront avoir à faire. Et puis, ça permet aussi au malade de s'organiser, d'organiser les choses qu'il peut avoir envie de faire. On sait qu'exclure un malade des discussions sur la fin de vie, c'est très anxiogène pour lui. Il y a plein de communications, pas que orales, pour des patients très âgés ou très malades. Il y a aussi le regard, il y a aussi le toucher qui aide à communiquer. Et on sait aussi que le malade, souvent, il attend que le médecin prenne l'initiative, qu'il ouvre la porte de cette communication.
voilà, une émotion forte du patient n'est pas forcément un échec de communication, c'est peut-être juste une étape nécessaire pour pouvoir amorcer et en discuter lors de prochaines consultations. Oh. En pratique, hein, on va faire un petit atelier là, avec Laure, mais l'idée, hein, c'est quand même de choisir un lieu, de prendre du temps et de se dire que on ne va peut-être pas y arriver en une seule fois, qu'il va falloir probablement revoir le patient, qu'il va falloir s'appuyer sur la maladie, ce qu'il existe, sur son évolution, ce qu'on sait, et puis commencer d'amorcer avec des « souhaitez-vous que je vous parle des suites de votre maladie, est-ce qu'il y a des informations que vous aimeriez savoir ?» Enfin, aider. Et puis, il y a des moments où on ne va pas réussir d'une première fois, mais on va essayer de rester disponible, d'engager les choses peut-être sur d'autres terrains, le terrain de la maison, et puis laisser un temps pour se cheminer.